Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle heure d'information. C'est parti, il est midi. 20 mesures choc annoncées place Beauvau pour lutter contre les filières djihadistes. Le ministre de l'Intérieur doit les présenter dès demain. Objectif, faire de la prévention et aussi aider les familles avec un plan très précis. On va le détailler ensemble dans ce 12-13. Quelle est votre définition de la radio ? Alors, ma définition de la radio, j'ai pas envie de vous faire une phrase, j'ai surtout envie de vous donner des mots-clés, des mots qui me viennent à l'esprit quand je parle de radio. Ma définition de la radio... C'est vraiment super difficile comme question. En fait, il y a deux définitions. Il y a la définition en tant qu'auditrice, et puis évidemment il y a la définition en tant qu'animatrice. À 12h36, votre rendez-vous avec les enfants, ils ont la parole et ils reviennent aujourd'hui dans France Info Junior sur la libération des otages français. Et puis, nous parlerons des séries télé à l'occasion de Série Mania qui débute aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous tous accros ? Vous saurez tout à l'heure à 1h moins le quart dans votre quotidien en question. Il y a le côté réveil matin, réflexe matin. Il y a le côté radio immédiat dans tous les sens du terme. Parce que c'est vrai que c'est le média le plus proche des gens pour moi. Alors en tant qu'auditrice, la radio, ça représente vachement de choses pour moi parce que, j'imagine comme tout le monde, c'est des souvenirs qui remontent à l'enfance. C'est hyper présent la radio en fait dans nos vies. On peut l'écouter partout. On peut être dans son lit, on peut être sous la douche, on peut être dans les transports avec une petite oreillette. Il nous suit partout et surtout, il nous permet d'être partout en même temps. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, la radio est là. Tu sais, on dit que la télévision, c'est le miroir du monde. On dit que Internet, c'est la fenêtre sur le monde. La radio, c'est la caisse de résonance du monde. Chez moi, on n'écoutait pas, bizarrement, on n'écoutait pas forcément la radio. Aussi, on écoutait RMC. Parce que je suis une fille du Sud, donc on écoutait beaucoup RMC à l'époque où c'était Radio Monte Carlo. Et donc, il y avait des gens comme Jean-Pierre Foucault qui étaient à l'antenne. Vous voyez, on est très loin de ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, mes parents écoutaient ça. Je me souviens que dans la voiture, en allant à l'école, on mettait RMC. Et puis, on écoutait beaucoup la radio pour la musique. Donc, c'est pas forcément ça qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Des souvenirs comme ça de tremper mon petit pain au lait dans du chocolat sur la voie des Brugeries. Donc c'est très très présent. Après il y a des souvenirs quand j'étais ado où tu écoutes la radio comme ça discrètement sous ta couette. Quand tu n'arrives pas à dormir, que tu écoutes les émissions de nuit très très tard. Donc c'est vraiment des Madeleines de Proust, la radio en tant qu'auditrice. Les personnalités qui m'ont le plus marqué, déjà je te dirais qu'il y a un animateur radio américain qui s'appelle Howard Stern, que tous les gens de radio connaissent, qui pour moi est un phénomène. La radio c'est aussi en même temps le monde de l'imaginaire, parce qu'on est bercé, porté par une voix, on imagine que derrière, il y a une personne qui est grande, petite, qui a 40 ans, 50 ans, et parfois on se trompe. Donc ça laisse le champ libre à plein de choses, la radio. Après en France, Philippe Bouvard est quelqu'un qui me parle, qui me marque. Voilà, il y a plein de gens, et puis Diffoul, avec qui je travaille aujourd'hui, qui est un sacré monsieur de la FM. Et sinon en tant qu'animatrice ? On est tout en émotion, tout en étant aussi dans l'information, puisque nous, à France Info, évidemment, on fait de la radio pour informer les gens. Vous êtes sur France Info, il est 12h15. Bienvenue dans le 12-13. À suivre, Joachim Noah, star aux États-Unis. Le Français a été élu cette nuit meilleur défenseur, s'il vous plaît, de la NBA. Et puis, nous parlerons des séries télé. Série Mania débute aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend sur le petit écran ? On vous dit tout d'ici la fin de ce journal. France Info, le 12-13, Raphaël Duchemin. Même au niveau sensoriel, on met quand même notre bouche à côté de l'oreille d'un spectateur ou d'un auditeur plutôt. Donc il y a quelque chose de très sensuel, de très fantasmatique dans la radio. Pouvez-vous nous parler de votre première expérience radiophonique ? Ma première expérience radiophonique. Oh, ça remonte à loin. C'était quand j'avais 13-14 ans. Je suis allé frapper à la porte d'Énergie. On m'a ouvert la porte. C'était l'animateur en local qui faisait son émission le soir, 19h-22h, pour ceux qui connaissent l'émission Tribal Party.
c'est mon prof de 3e année qui m'a sélectionnée pour Radio France. Donc Radio France et moi, c'est une longue histoire maintenant, qui m'a dit: Duchemin, t'es une emmerdeuse, tu vas partir en Corse, je t'ai sélectionnée pour Radio France, tu pars faire un stage 2 mois en Corse. La toute première fois, je crois que c'était vraiment en tant qu'observatrice. Et donc, en fait, j'étais tout timide, tout petit dans le studio, et je regardais l'animateur travailler, il m'a expliqué son métier pendant 3 heures, j'ai pas dit un mot, j'étais complètement silencieux. Et c'était l'année 1994, c'est une des années noires en Corse. En fait, il y a eu un nombre de meurtres assez important, il y en a eu 40 dans l'année. Je m'étais levée super tôt déjà, comme quoi. Je m'étais glissée comme ça dans les pas de Jackie Gallois à Europe 1 pour observer la matinale de Delarue. J'étais pitchoune, hein. Ça remonte à longtemps. Et voilà, j'habitais Malakoff, j'avais pris le métro toute seule, hyper tôt, pour assister à la matinale, parce que déjà je voulais faire ce métier, quoi. Et donc voilà, c'était en tant qu'observatrice, petite souris comme ça qui regardait comment les pros font de la radio. Et à la fin, je sentais que quelque part ça le gênait que je parle pas du tout, puisqu'il m'a dit tu repasses quand tu veux, mais genre vas-y, on se rappelle, on se fait une bouffe, quoi. Tu vois, c'était un truc poli. Et finalement, je suis venu le lendemain, puis le surlendemain, et puis le surlendemain. Et donc, je me suis retrouvée, en fait, dans cette équipe formidable de Radio Frequenza Amor, avec une approche toute particulière de l'information, parce que, bon, on est sur une île, donc il y a une langue différente qui est le corse qui est parlé, c'est une antenne qui est bilingue, donc tout était nouveau. Je suis venu comme ça pendant plusieurs années, tous les soirs, apprendre le métier. J'ai vraiment appris toutes les ficelles à ce moment-là, grâce à lui. Il m'a appris la publicité, il m'a appris à parler dans un micro, il m'a appris à enchaîner des disques, à me servir des logiciels, puis à comprendre la psychologie de ce métier. C'était une super expérience. Il y avait énormément d'incendies, c'était l'été, donc il n'y avait que des sujets chauds de tous les côtés, et on était une équipe essentiellement formée de stagiaires à ce moment-là de l'année. Donc on a eu beaucoup de pain sur la planche. J'ai eu quelques mésaventures, on va dire, avec les nationalistes, parce que j'étais un petit peu feu-follée et que j'avais pas toujours une idée très précise de ce que ça pouvait être et du danger que ça pouvait représenter. Donc j'ai eu quelques difficultés au début avec eux, parce que je suis allée par exemple sur une conférence de presse à l'époque d'un mouvement qui s'appelait Aconcolta Nationaliste, en leur disant une conférence de presse, enfin je suis rentrée, j'ai démarré mon papier dans le journal de midi d'RCFM en disant une conférence de presse sans caméra ni micro n'est pas une conférence de presse. Et ce qui était très amusant, c'est qu'ils ne me connaissaient pas, ils avaient lu un communiqué à cette fameuse conférence de presse, et quand j'y suis retournée la semaine d'après, ils m'ont dit « Bonjour mademoiselle Duchemin, aujourd'hui vous pouvez poser des questions ». Je dis « Bah vous voyez, c'est la preuve que vous êtes intelligent, vous savez évoluer ». Et voilà, je crois que ça m'a suivie en fait, parce que j'ai eu une petite étiquette de fille un peu irrévérencieuse, mais qui traitait les gens à peu près de la même manière, quels qu'ils soient. Et bon, ça n'a pas toujours que des bons côtés, hein, parce qu'on a souvent, on m'a souvent mis l'étiquette emmerdeuse sur le front, mais je l'accepte, et puis après tout, c'est pas si mal. Toutes les expériences que j'ai pu vivre ont été marquantes à un moment donné. Donc comme ça, je repense aux années Radioscoop, c'était exceptionnel. On faisait de la libre antenne, on s'éclatait comme des fous. On a pris des risques. C'était vraiment un super souvenir de radio. Je faisais ce que je voulais, entre guillemets. Voilà, non, ça c'était excellent. Mais à Sud Radio aussi, quand on a fait la tournée dans tous les cinémas, on était à Bordeaux, à Montpellier, à Toulouse, on était dans les Pyrénées aussi, dans les montagnes, faire des émissions de radio. Je pense que j'ai été pas mal gâtée en étant la stagiaire d'Ariel Wiesman et d'Edouard Baird sur La Grosse Boule à Nova. C'est pareil, hein, j'étais super jeune, j'avais 17 ans je crois. Et là pour le coup, faire des chats perchés avec Baird et Wiesman en studio, avec Jean-François Bizot, le créateur de Nova, pareil, faire des trucs, voilà, j'avais jamais fait d'antenne, il me faisait faire la météo, enfin. Ça, au niveau insolite, j'étais particulièrement gâtée quand même avec eux. Je me souviens, j'étais jeune journaliste, j'étais pas encore embauchée à Radio France. On fait le tour des locales, là, on prend notre baluchon et puis on est appelé
aux quatre coins de la France pour aller faire des remplacements. Et j'étais partie à Radio France Land à l'époque, à Mont-de-Marsan. Et je me souviens être allée voir un monsieur qui avait un alambic. Et je le revois encore. Je suis rentrée chez lui, il m'a fait m'asseoir et il m'a parlé de son alambic. Personne dans sa famille voulait prendre la suite. Donc il savait que son alambic, après lui, c'était terminé, qu'il n'allait plus servir. Et il m'expliquait, tu vois, petite, l'Armagnac, c'est comme les femmes. Il faut les aimer, il faut les chérir. C'est une attention de tous les instants. Et ces paroles, elles sont restées gravées parce que c'est aussi ça, la radio, c'est des rencontres, c'est des moments magiques, c'est des moments de partage. C'est des petits cailloux finalement qu'on sème sur notre route et qui nous enrichissent aussi, nous journalistes. Puis là, tu vois, en parlant, je pense aussi à une anecdote. C'était le 1er avril 99, donc il y a 15 ans pile, je crois, si je calcule bien, où on avait fait croire sur la petite radio où j'étais, où j'animais le matin, on avait fait croire que la radio était rachetée par les Américains et qu'en fait le programme musical, les animateurs, tout allait changer. Et qu'à la place, on allait mettre des profs d'anglais qui allaient apprendre aux auditeurs l'anglais. Donc nous, c'est parti d'une blague potage, d'une boutade, et en fait, ça a pris une proportion telle qu'il y a des gens qui sont venus faire des pétitions. On a eu une espèce de comité de soutien, les lycées, les bahuts qui sont venus, qui se sont déplacés. Et donc pendant 3 jours, en fait, voilà, c'était une espèce d'effervescence avec de la libre antenne tout au long de la journée pour dire il faut que notre radio reste. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que finalement, même si on était sur un tout petit média qui diffusait dans 3 villes, j'avais 18 ans, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la radio, ça avait un impact et que les gens y étaient très attachés. Et ça, c'est pour moi une expérience marquante, en tout cas une très belle leçon de vie. Samuel Muller, le psychiatre des animateurs de radio.